André Billy, Le Badaud de Paris et d'ailleurs, 1959. Par le boulevard Arago, je reviens sur les confins du quartier latin, dans le faubourg Saint-Jacques, riche en couvents et en hospices. Que désolants sont sous un ciel gris d'automne ces ramures dépouillées, ces vastes trottoirs où la bise chasse des feuilles mortes, ces vallées herbeuses du jardin de l'observatoire, solitaires à l'abri de ces grilles rouillées. Beaucoup d'ateliers encore. Les rideaux des vitrages entrebâillés laissent voir des plâtres, des cadres, des châssis, des cuivres sur des bahuts, des panoplies sur des tentures. Ailleurs, de grandes étendues de terrain où des jeunes filles jouent au tennis éloignent hors de vue des villas et des usines. Plus loin, c'est la prison de la Santé, avec ses murs de nougat inentamables, l'hôpital Broca et son entrée de domaine agricole. Zola, l'œuvre, 1886. C'était une nuit d'hiver, au ciel brouillé, d'un noir de suie, qu'une bise, soufflant de l'ouest, rendait très froide. Paris allumé s'était endormi. Il n'y avait plus là que la vie des becs de gaz, des taches rondes qui scintillaient, qui se rapetissaient, pour n'être, au loin, qu'une poussière d'étoiles fixes. D'abord, les quais se déroulaient avec leur double rang de perles lumineuses, dont la réverbération éclairait d'une lueur les façades des premiers plans. À gauche, les maisons du quai du Louvre, à droite, les deux ailes de l'Institut, masse confuse de monuments et de bâtisses qui se perdaient ensuite en un redoublement d'ombre, piqué des étincelles lointaines. Puis, entre ces cordons fuyant à perte de vue, les ponts jetaient des barres de lumière, de plus en plus minces, faites chacune d'une traînée de paillettes, par groupe et comme suspendues. Et là, dans la Seine, éclatait la splendeur nocturne de l'eau vivante des villes. Chaque bec de gaz reflétait sa flamme, un noyau qui s'allongeait en une queue de comète. Les plus proches, se confondant, incendiaient le courant de larges éventails de braises, réguliers et symétriques. Les plus reculés, sous les ponts, n'étaient que des petites touches de feux immobiles. Mais les grandes queues embrasaient, vivaient, remuantes à mesure qu'elles s'étalaient, noires et or, d'un continuel frissonnement d'écailles, où l'on sentait la coulée infinie de l'eau. Toute la scène en était allumée comme d'une fête intérieure, d'une féerie mystérieuse et profonde, faisant passer des valses derrière les vitres rougeoyantes du fleuve. En haut, au-dessus de cet incendie, au-dessus des quais étoilés, il y avait dans le ciel, sans astre, une rouge nuée, l'exhalaison profonde et phosphorescente qui, chaque nuit, met au sommeil de la ville une crête de volcan. Patrick Modiano, dans le Café de la Jeunesse perdue, 2009. Une voie privée bordée d'immeubles identiques aux façades couleur beige et brique. Même porte en fer forgé au-dessus d'une lanterne. Même rangée de fenêtres. Passé la grille, on se retrouvait dans le square de la rue Alexandre Cabanel. Je tenais à écrire ce nom puisque c'est là que nos chemins se sont croisés. Nous sommes restés un instant immobiles au milieu de ce square en cherchant quelques mots à nous dire. C'est moi qui ai rompu le silence. Vous habitez dans le quartier ? Non, du côté de l'Étoile.
Je cherchais un prétexte pour ne pas la quitter tout de suite. On peut faire un bout de chemin ensemble. Nous marchions sous le viaduc, le long du boulevard de Grenelle. Elle m'avait proposé de suivre à pied cette ligne du métro aérien qui menait à l'Étoile. Si elle se sentait fatiguée, elle pourrait toujours faire le reste du chemin en métro. Ce devait être un dimanche soir ou un jour férié. Il n'y avait pas de circulation, tous les cafés étaient fermés. En tout cas, dans mon souvenir, nous étions cette nuit-là dans une ville déserte. Notre rencontre, quand j'y pense maintenant, me semble la rencontre de deux personnes qui n'avaient aucun ancrage dans la vie. Je crois que nous étions l'un et l'autre seuls au monde. Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1857. Je veux, pour composer chastement mes églogues, coucher auprès du ciel comme les astrologues, et voisins des clochers, écouter en rêvant leurs hymnes solennels emportés par le vent. Les deux mains au menton, du haut de ma mansarde, je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde, les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité, et les grands ciels qui font rêver d'éternité. Il est doux, à travers les brumes, de voir naître l'étoile dans l'azur, la lampe à la fenêtre, les fleuves de charbon monter au firmament, et la lune verser son pâle enchantement. Je verrai les printemps, les étés, les automnes, et quand viendra l'hiver aux neiges monotones, je fermerai partout portières et volets, pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais. Alors je rêverai des horizons bleuâtres, des jardins, des jets d'eau pleurant dans les albâtres, des baisers, des oiseaux chantant soir et matin, et tout ce que l'idylle a de plus enfantin. L'émeute, tempêtant vainement à ma vitre, ne fera pas lever mon front de mon pupitre, car je serai plongé dans cette volupté d'évoquer le printemps avec ma volonté, de tirer un soleil de mon cœur et de faire de mes pensées brûlants une tiède atmosphère. Ernest Miller Hemingway, Paris est une fête, 1964. Il s'agit d'une œuvre posthume, chronique de sa jeunesse à partir de 1925 à Paris, parmi les expatriés anglo-américains de Montparnasse. Quand nous rentrâmes à Paris, le temps était sec et froid et délicieux. La ville s'était adaptée à l'hiver. Il y avait du bon bois en vente chez le marchand de bois et de charbon de l'autre côté de la rue, et il y avait des braseros à la terrasse de beaucoup de bons cafés pour tenir les consommateurs au chaud. Notre propre appartement était chaud et gai. Dans la cheminée, nous brûlions des boulets, faits de poussière de charbon aggloméré et moulés en forme d'œuf, et dans les rues, la lumière hivernale était merveilleuse. On s'habituait à voir se détacher les arbres dépouillés sur le fond du ciel, et l'on marchait sur le gravier fraîchement lavé dans les allées du Luxembourg, sous le vent sec et coupant. Pour qui s'était réconcilié avec ce spectacle, les arbres sans feuilles ressemblaient à autant de sculptures, et les vents d'hiver soufflaient sur la surface des bassins, et les fontaines soufflaient leurs jets d'eau dans la lumière brillante. Il y avait tant d'arbres dans la ville que vous pouviez voir le printemps se rapprocher de jour en jour, jusqu'au moment où une nuit de vent chaud l'installerait dans la place entre le soir et le matin. Parfois d'ailleurs, les lourdes pluies froides le faisaient battre en retraite, et il semblait qu'il ne viendrait jamais, et que ce serait une saison de moins dans votre vie. C'était le seul moment de vraie tristesse à Paris, car il y avait là quelque chose d'anormal. Vous vous attendez à être triste en automne. Une partie de vous-même meurt chaque année quand les feuilles tombent des arbres dont les branches demeurent nues sous le vent et la froide lumière hivernale. Mais vous savez déjà qu'il y aura toujours un printemps, que le fleuve coulera de nouveau après la fonte des glaces. Aussi, quand les pluies froides tenaient bon et tuaient le printemps, on eût dit la mort inexplicable d'un adolescent. Et même si le printemps finissait toujours par venir, il était terrifiant de penser qu'il avait failli succomber. André Billy,
Paris vieux et neuf, 1909. À l'Odéon, au cœur de la vieille rive gauche léthargique, j'ai pris l'autobus rapide. Un cabot aux joues bleues qui sortait d'une répétition s'est assis à côté de moi et, durant tout le trajet, il a marmotté à voix basse les phrases de son prochain rôle. J'avais à ma gauche une dame âgée qui accompagnait un monsieur à moustache blanche, officier de la Légion d'honneur. Ils causaient de leurs brus, de leurs petits-enfants et du Conseil d'État. Une femme élégante me faisait vis-à-vis. Mon pied, car il faisait froid, a rencontré le sien sur la chaufferette, contact de hasard, et qui fut bref. Des gens bien avisés déplorent la décadence de la conversation, cet art si purement français. Ils ont raison. Il y a quelques années, il était encore possible de tenter un entretien avec une belle inconnue coudoyée en voiture publique. Les bras, les genoux, les pieds se chargeaient au besoin des questions et des réponses. On avait le temps. Les braves coursiers de la Compagnie générale des omnibus ne se pressaient pas. 1000 impressions pouvaient s'échanger à loisir. Le moteur à alcool a transformé tout cela. La rapidité du parcours, les chaos, la trépidation de la machine concourent à faire du voyage en autobus un déplacement sans charme où l'on ne songe plus à utiliser les voisinages. Autre inconvénient pour les maniaques de l'observation, le calme béat que le bercement des ressorts répandait jadis sur les visages et qui se prêtait si bien à la divination du caractère et de l'existence propre à chaque voyageur, est remplacé aujourd'hui par une expression unanime d'ahurissement et de terreur sous laquelle disparaissent les particularités morales et professionnelles. Inutile de rechercher, d'après des indices patiemment assemblés, où va cette femme, d'où elle vient, si elle est mariée ou non, si son mari l'est ou ne l'est point. Cette femme n'est pas une épouse, ni une vierge, ni une courtisane, ni la maîtresse de qui que ce soit. Vous n'avez à fonder sur elle aucun espoir. Elle n'est rien de plus qu'une femme qui a peur et qui voudrait bien s'en aller. Paul Éluard, ce que dit l'homme de peine est toujours hors de propos, dans La Rose publique, 1934. Il y a des démolitions plus tristes qu'un sou, indescriptibles, et pourtant le soleil s'en évade en chantant pendant que le ciel danse et fait son miel. Il y a des murs déserts où l'idylle fleurit, où le plâtre qui se découd berce des ombres confondues, un feu rebelle, un jeu de veines sous la vague unique des lèvres. Prenez les mains, voyez les yeux, prenez d'assaut la vue. Derrière les palais, derrière les décombres, derrière les cheminées et les citernes, devant l'homme, sur l'explanade qui déroule un manteau de poussière, traîne de fièvre. C'est l'invasion des beaux jours, une plantation d'épées bleues sous des paupières écloses dans la foule des feuilles. C'est la récolte grave du plaisir. Louis-Sébastien Mercier, tableau de Paris 1788. C'est dans ces habitations éloignées du mouvement central de la ville que se cachent les hommes ruinés, les misanthropes, les alchimistes, les maniaques, les rentiers bornés, et aussi quelques sages studieux qui cherchent réellement la solitude et qui veulent vivre absolument ignorés et séparés des quartiers bruyants des spectacles. Jamais personne n'ira les chercher à cette extrémité de la ville. Si l'on fait un voyage dans ce pays-là, c'est par curiosité. Rien ne vous y appelle. Il n'y a pas un seul monument à y voir. C'est un peuple qui n'a aucun rapport avec les Parisiens, habitants polis des bords de la Seine.
Les maisons n'y ont point d'autre horloge que le cours du soleil. Ce sont des hommes recalés de 3 siècles par rapport aux arts et aux mœurs régnantes.